Donc, on va reprendre nos discussions avec la présentation de Noémie. Noémie est directrice générale de l'Association des propriétaires et amis de maisons anciennes. Donc, Noémie, bienvenue. Mais je pense qu'on est déjà bien réchauffé. Donc, il y a peut-être des parties où je vais passer un petit peu plus vite parce qu'on a bien compris que les cas de figure sont multiples, que la question est importante. Et en fait, on accepte beaucoup de venir en parler, non seulement parce qu'on rencontre différents publics, ça c'est important, mais aussi parce qu'il faut vraiment que la question de l'assurance demeure dans l'actualité. Il faut continuer à en parler, à rencontrer les gens là-dessus, à essayer de répondre aux questions et à réfléchir pour que en fait, ceux qui pourront agir, parce que c'est pas moi, avec l'APMA, qui peut vraiment poser les actions concrètes pour aller chercher des solutions. Donc, rapidement, je ne sais pas si tout le monde nous connaît, mais ceux qui ne nous connaissent pas, on est un organisme à but non lucratif, à but non lucratif, c'est ça, qui vise donc la préservation du patrimoine bâti résidentiel. Mais au niveau des assurances, il a fallu quand même qu'on élargisse un petit peu le bassin, parce qu'effectivement, ça touche, on en a parlé déjà, des propriétés commerciales, des institutionnelles aussi. Donc, la problématique n'est pas tout à fait la même, parce que les polices d'assurance sont un peu distinctes, mais on voit qu'il y a énormément de ressemblances et de problèmes là, qui sont transversales à tout ça. Voilà. Alors, on compte environ 900 membres à travers le Québec, à travers les 14 régions du Québec. 55% sont des propriétaires environ, et donc 100% sont des amis, comme on aime le dire. Aujourd'hui, où on en est sur la question des assurances, Clément a fait un petit parcours historique. Là, donc, aujourd'hui, on touche l'ensemble des constructions avant 1940. 1940, c'est la date qui est retenue toujours par le gouvernement, entre autres, là, dans la loi. Ce n'est pas nécessairement la date des assureurs qui ont, selon le logiciel qu'ils utilisent là, pour faire les souscriptions d'assurance, qui ont des dates différentes. Et souvent, qui vont simplement utiliser l'appellation là, ou le vocabulaire patrimonial dans un sens très, très, très large et très, très, très englobant, sans trop savoir à quoi ils font référence. Donc, une confusion pour l'ensemble des acteurs, on l'a nommé les assureurs. Sont confus. On a vu que leurs réponses sont multiples et variables et pas toujours, en fait, qu'il n'y a pas de constance. Les propriétaires aussi, parce que il y a des profils très, très variés de propriétaires. Pardon. Et eux aussi, parfois, le terme patrimonial, ils l'utilisent avec des définitions très, très variables. En fait, en heurtant eux-mêmes là, l'assureur, en affirmant que leur maison est patrimoniale, alors qu'elle n'a peut-être aucune citation, aucun classement, aucun statut légal de reconnaissance et qu'elle n'est peut-être même pas inventoriée non plus. Bien là, normalement, elle le sera, mais peut-être qu'elle ne l'était pas avant. Je pense qu'il me manque un truc. Ouais. Donc, des préjugés récurrents sur le patrimoine bâti, les assureurs. Je me replace devant le micro. Les assureurs, comme la population en général, et c'est peut-être ce sur quoi il faut travailler tout le monde en même temps. Là. Donc, c'est toujours plus cher, semble-t-il. C'est aussi toujours plus long et c'est toujours plus complexe et compliqué. Donc, pour un assureur, tout ça, ça crée beaucoup de confusion, mais aussi pour un propriétaire qui a de la difficulté autant au niveau de ce que c'est que le patrimoine, puis comment sa maison ou sa propriété est patrimoniale, et ce que sont les assurances, ce que sont les produits d'assurance. Hein. On nous vend une police d'assurance supposément en 15 minutes sur un site Internet, mais malheureusement, et heureusement peut-être, il y a beaucoup plus de produits qui existent que ceux qui nous sont proposés comme ça rapidement, et donc on peut faire des démarches très longues et on peut donc rentrer dans un marathon, voire plusieurs marathons, pour essayer de contacter différents assureurs et d'explorer les options qui s'offrent à nous. Mais c'est pas quelque chose de facile. Ça va? Oui. L'imprévisibilité, on en a parlé. Bon, l'assureur n'aime pas ça. C'est un peu simple, mais
simpliste, mais c'est ça quand même. Et donc, on l'a nommé, il y a un manque de connaissances. Donc, autant le courtier que l'agent, que le souscripteur qui crée la police d'assurance, donc les différents professionnels en assurance, ne comprennent pas le vocabulaire d'une maison ancienne, les anciennes techniques de construction. Quand on parle des fondations en moellon, ben, pour eux, c'est peut-être un peu exotique finalement. Donc, c'est beaucoup plus simple de mettre une prime d'assurance plus élevée pour s'assurer de couvrir en cas de perte éventuelle ou de sinistre, de dommages. Voyons, je vais parler de la confusion des acteurs, on ne reviendra pas. Est-ce que j'ai repris la même? OK. Voilà. Je vous ai déjà indiqué qu'on a fait un sondage à l'APMAC, donc je vais glisser quelques informations là, en cours de présentation sur le sondage. Donc, c'est un sondage qui a eu 760 répondants à travers le Québec. Donc, on était très contents d'avoir une belle représentativité. C'est sûr que nous, les personnes qu'on rejoint pour répondre à un sondage, ce sont des gens qui sont mieux informés du patrimoine. Ce sont souvent des propriétaires dont les maisons ont un statut de reconnaissance patrimoniale, là, que ce soit de l'inventaire au classement. Donc, on a eu un échantillon un petit peu plus gros là, sur les profils de maisons citées et classées notamment. Claire le dit, c'est 350 000 environ édifices au Québec, les édifices patrimoniaux. Donc, pour un assureur, c'est un petit marché. Et là, ce marché-là, encore une fois, il faut le segmenter entre la maison résidentielle, le commercial, l'institutionnel. Et encore, dans les exemples qu'on a vus d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on l'a vu, il y en a qui ont différentes fonctions. Donc là, on a du résidentiel avec du commercial. Ça crée une police d'assurance encore distincte, et des risques encore différents. Et ensuite de ça, le risque que vous assurez, là, ce que vous assurez quand vous assurez votre maison, c'est la maison, c'est vrai. Mais c'est pourquoi il y a un changement quand on change de propriétaire, c'est que le profil du propriétaire est aussi important dans la souscription. Donc, tout ça fait des petites segmentations. Fait que oui, c'est 350 000, ça nous semble quand même intéressant, moi je trouve, en tout cas, pour un assureur. Mais pour eux, ils savent très bien là, que ça devient un petit peu plus segmenté quand on regarde réellement les profils au cas par cas. Oui, c'est ça. Je voulais juste noter aussi que 14 % de nos répondants ont dit qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'étaient pas capables de dire si leur propriété avait un statut de reconnaissance patrimoniale. Or, on rejoint des gens qui sont certainement mieux informés en patrimoine. 14 % c'est quand même un nombre important de gens qui ne savent pas où aller chercher l'information. Et Claire pourra en témoigner aussi, puisqu'à la FMAC, on reçoit énormément de témoignages. Il y a énormément de gens, quand on leur demande bien, votre maison est-elle classée, citée dans un inventaire, en fait, ils ne savent pas. Donc, on est obligé de les accompagner. Là, nous, on fait la démarche. Nous, on va chercher avec eux pour évaluer. Et parfois, ils nous contactent et ils disent fièrement « Ma maison, c'est une ancestrale, elle a une valeur patrimoniale. » Fait que là, on fait « OK, est-ce qu'elle est citée, classée, inventoriée? » Puis ils disent, bien, il y a une pancarte devant chez moi. Ah, OK. Donc, la Société d'histoire, peut-être locale, a fait un parcours, puis il y a une reconnaissance, il y a un intérêt patrimonial pour votre maison. Oui, parfait. C'est tout? Ah, oui, je pense que c'est tout. Puis quand on vérifie, effectivement, c'est pas, il n'y a rien de plus. Mais quand ils contactent l'assureur, ils ont le même discours aussi. Ils sont très fiers, puis ils ont raison. Puis on ne veut pas les décourager de ça. Mais l'assureur, lui, il entend patrimonial dans un autre sens et il entend des conséquences et un encadrement réglementaire qui, pour lui, a une incidence sur la prime et sur les obligations. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, on souhaiterait que ce 14 % de gens qui ne connaissent pas la valeur patrimoniale ou le statut de reconnaissance patrimoniale de leur maison disparaissent, en fait. Il faut vraiment les informer, il faut qu'ils comprennent le sens, en fait, de la terminologie puis du vocabulaire employé, et il faut qu'ils soient capables de le communiquer à leur assureur, idéalement. Notons aussi, je l'ai peut-être sur la prochaine diapo? Non, je ne l'ai pas sur la prochaine diapo. De notre sondage, donc 97 % des répondants ont dit avoir une couverture d'assurance. Donc, ce n'est pas, le problème, ce n'est pas de ne pas être capable d'en trouver une. Il y a généralement un assureur qui accepte de couvrir.
Malheureusement, souvent, c'est une proposition d'assurance maintenant. On n'a pas donc d'option. On peut négocier. On ne peut pas comparer. Il y a seulement un assureur qui accepte de nous couvrir. Et donc, la prime, bien, on se sent obligé de l'accepter. On ne peut pas la négocier du tout quand on a seulement une proposition d'assurance. Et en plus de la prime, bien évidemment, s'il y a des exclusions, par exemple, on ne veut pas couvrir notre toiture parce que c'est une toiture de tôle, et en fait, ce n'est pas la toiture qu'on ne va pas couvrir, c'est les dommages causés s'il y a un bris à la toiture. Donc, on est obligé d'accepter ces exclusions-là aussi. On ne peut pas vraiment négocier. Donc, ça, c'est plutôt le problème, en fait. Donc, ça laisse quand même un 3 % inquiétant. Donc, un 3 % de gens qui ont choisi pour différentes raisons ou qui n'ont pas trouvé d'assurance et que le prêt hypothécaire accepte cette condition-là ou qu'ils n'ont plus de prêt hypothécaire, et c'est tant mieux pour eux. Donc, ils s'auto-assurent finalement. Parfois, c'est un choix réfléchi et d'autres fois, ben, c'est vraiment juste un abandon là, des recherches pour trouver une assurance adéquate. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter les résultats complets du sondage. Ils sont sur notre site Internet. Sur le site de l'APMAQ, on a un onglet Info Assurance. Donc, vous aurez le détail. Là, j'en ai vraiment juste glissé quelques éléments. Donc, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, en fait, les nouveaux facteurs? Claire en parlait, la consolidation du marché. Donc, aujourd'hui, on va parler, les assureurs nous parlent toujours de ce marché dur, donc où on va exclure les maisons anciennes, mais tout autre risque qui est un peu mal compris ou qui va demander des ressources supplémentaires pour bien évaluer le risque. Donc, les petits marchés vont être exclus à moins d'avoir un courtier ou un programme qui est spécifique puis qui va vraiment chercher, soit parce que ça fait longtemps qu'il travaille ce programme-là, par exemple chez un assureur, ou parce que le courtier est vraiment dévoué puis s'est développé une expertise. Mais autrement, les petits marchés sont exclus, donc les coopératives aussi, c'est plus difficile à assurer. L'agricole a énormément de problèmes à s'assurer. Donc, ce marché dur, qui semble-t-il vient avec des cycles, comme on disait un peu plus tôt, bon, les cycles sont variables. Alors, est-ce qu'on parle de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans? Puis la crise climatique est un bon prétexte aussi en ce moment. Est-ce que ça va avoir une influence puis que ce marché dur-là va rester pour toujours? Ça, c'est aussi quelque chose qui est absolument indéfini. On ne le sait pas. Évidemment que la réalisation des inventaires, nous, quand on a d'abord contacté le Bureau d'assurance du Canada, en fait, ils n'étaient pas au courant. Ils n'avaient pas réalisé qu'il y aurait plus d'inventaires de réaliser, de compléter. Ils ne savaient pas que c'était une obligation. Par contre, ce qui est vraiment une grosse différence pour un assureur, c'est la disponibilité de ces inventaires-là. Donc, ce qu'un assureur, ce qu'un agent ou un courtier fait souvent, c'est qu'il prend l'adresse quand on communique avec lui pour une souscription, puis il va l'entrer sur un moteur de recherche. Et donc, si l'inventaire du patrimoine est disponible en ligne, bien, certainement que la maison devrait, en tout cas, on l'espère, parce que ça sert à ça, un inventaire, à documenter puis à élargir les connaissances. Le problème, c'est que l'agent ou le courtier en assurance n'a pas les connaissances pour lire et comprendre la fiche quand elle est complète et intéressante, et bien faite, et à jour aussi, de la maison. Donc, un inventaire pour eux, et on a parlé plus tôt là, du registre du patrimoine culturel du Québec, donc c'est un très grand inventaire, mais c'est la même chose pour les municipalités aussi, là, qui ont des inventaires qui sont disponibles en ligne, ou les MRC. Donc, on a travaillé, j'y reviendrai plus tard, mais on a travaillé avec le Bureau d'assurance du Canada pour développer un outil pour que les agents et les courtiers soient capables de comprendre les statuts et l'incidence de ces statuts-là. Mais encore faut-il que l'agent et le courtier soient au courant qu'il y a une différence de statut, puis qu'il y a une variété, puis que cet outil-là existe pour les accompagner là-dedans. Donc, c'est sûr qu'en 2026, il y a encore une... c'est sûr. Enfin, espérons que non. Il faut que des solutions soient en place d'ici à ce que la majorité des inventaires soient disponibles en 2026, parce qu'autrement, il y aura une nouvelle vague de maisons qui auront des difficultés à s'assurer. Les règlements de citation, on en a parlé, c'est quand même une demande de la population et du ministère d'ailleurs qui souhaite qu'il y ait davantage de règlements de citation dans les municipalités. Ce qui
qui se passe parfois très bien d'ailleurs, parce que Clément a parlé de l'exemple de Belleuil, où effectivement, là, des 55 édifices, finalement, c'est 15 qui seront cités. Mais un an plus tôt, Terrebonne a fait la même chose, c'est-à-dire qu'il a cité en bloc, si je ne me trompe pas, une quarantaine d'édifices, mais eux ont tous été acceptés convenablement. Peut-être que le problème des assurances n'était pas encore médiatisé au point où il était rendu à Belleuil, mais peut-être aussi qu'il y a une culture du patrimoine qui est mieux implantée chez les citoyens de Terrebonne. Et ça, c'est un travail que les municipalités doivent faire, c'est-à-dire prendre le temps de valoriser, d'expliquer pourquoi c'est important un règlement de citation et que ce n'est pas une conséquence négative ou une punition aux propriétaires, mais qu'au contraire, c'est une reconnaissance de la valeur de leur édifice et probablement de l'entretien et de l'amour qu'ils lui ont donné toutes ces années-là, qu'ils transfèrent en fait à la population. Les municipalités peuvent accompagner les règlements de citation de subventions notamment ou d'aide, d'accompagnement pour le propriétaire. Donc, essayer de balancer un peu l'effet négatif de l'assurance avec quelque chose de positif, ça peut être important aussi. Et effectivement, mais ça va pour tout le monde, l'augmentation des coûts de construction, c'est partout, c'est pas juste les maisons anciennes. Pour ceux qui ont des maisons plus récentes, normalement aussi, il y a eu une hausse à la reconstruction. Donc, quand il y a une évaluation, une réévaluation, et souvent, c'est seulement au moment de la vente de la propriété que l'assureur vraiment prend le temps d'évaluer le coût de reconstruction. Mais normalement, les autres maisons doivent aussi avoir une augmentation là, lorsqu'ils se prêtent au processus de souscription d'une assurance. Donc, en fait, les principaux obstacles à l'assurance, là, je vais vraiment y aller. Donc, je vous l'ai dit, c'est pas que les maisons ne sont pas assurées, mais c'est qu'il y a des obstacles majeurs et que les primes sont augmentées et les exclusions sont plus nombreuses. Donc, finalement, on n'a pas une couverture pour tout, mais ça correspond au moins aux exigences du prêt hypothécaire. Donc, on n'est pas rassuré en tant que propriétaire nécessairement. Puis, peut-être que lorsqu'il y aura un sinistre majeur, les négociations vont être un peu ardues avec l'assureur parce qu'on s'était mal entendu au départ sur le contrat. Mais en majorité, il y a une couverture d'assurance. Donc, les difficultés, évidemment, la date de construction, c'est ce qui ressort le plus souvent à 38 Ceci dit, les difficultés sont compilables. On peut en avoir plus qu'une, donc c'est pas exclusif. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que dans le processus de souscription, donc on débute le processus de souscription et selon à quel moment là, l'agent ou le courtier va demander la date de construction de la maison, mais là, la fameuse réponse, on ne couvre pas ce genre de risque, on ne couvre pas cette catégorie de maison et simplement la démarche est arrêtée et on n'ira pas plus loin, donc il n'y aura pas de proposition d'assurance. Ou on peut poursuivre la démarche, mais là, tout de suite, on sent que les questions sont peut-être différentes et la prime va être sensiblement augmentée. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que la date ne soit pas un facteur. On souhaite que ce soit l'état de la maison, le risque réel de la maison, et non pas une date qui détermine le coût d'une assurance. Donc, les composantes spécifiques, ça aussi, en fait, on l'a vu dans les exemples, hein, la toiture, l'isolation, les fenêtres. Évidemment que l'électricité et la plomberie, on veut que ce soit mis à jour, mais je doute qu'il y ait énormément des maisons anciennes qui aient leur électricité de 1760 ou leur toilette de 1780. De toute façon, les répondants à notre sondage, la majorité de leurs maisons étaient construites fin 19e, début 20e. Donc, c'est même pas un échantillonnage de maisons du 18e. Là. Mais malgré tout, les composantes, donc, c'est vraiment le deuxième facteur. Ce qui suit, bien, ça, c'est plutôt là, du point de vue de l'assuré, donc les primes trop élevées, les exclusions. C'est sûr que c'est un enjeu quand on se fait offrir une police d'assurance qui est inacceptable, bien, on poursuit les démarches. Et d'où le propriétaire qui est vraiment éreinté quand il finit par communiquer avec la PMAC souvent, puis qui a vécu un enfer, en fait, parce que vous savez, là, c'est très, très long répondre à ces questions-là. Puis, bon, peut-être qu'il y en a qui sont écourtés parce que quand ils butent sur une date, ça vient de mettre fin à cette démarche-là, mais c'est pas plus encourageant non plus parce qu'on sent qu'on va encore se faire refuser ailleurs.
La reconnaissance patrimoniale, et là, je l'ai mis sur l'autre page. Non, je ne l'ai pas mis sur l'autre page. Je pense que je n'ai pas la bonne version de mon PowerPoint. Je suis vraiment désolée. Parce que j'ai été obligée de vous le dire à haute voix dans ce cas-là. Oui, vous n'en étiez pas rendu compte, mais c'est que les statistiques, moi, je trouve que visuellement, c'est plus facile quand même, avec des pourcentages, quand ils sont bien alignés visuellement, puis qu'on peut les comparer. Mais attendez que je trouve ça. Oui, au moins je les ai ici. Juste une note avant qui me revient. Sur les composantes spécifiques, là, comme Clément le disait, l'assureur demande un remplacement. Donc, une toiture en tôle, habituellement, c'est 50 ans, mais parfois, c'est quand même 25. On l'a entendu. Et parfois, c'est on ne couvre pas. Ça fait 3 ans qu'elle a été installée. On a eu ça. C'est vraiment des exemples concrets. Là. Ça fait 3 ans qu'elle est installée. On ne couvrira pas les dommages causés par la toiture. Donc, on demande un remplacement. Les fenêtres, c'est 25 ans. Donc, vos fenêtres en bois là, qui ont 75 à 95 ans, c'est sûr que les dommages causés par les fenêtres, l'assureur ne veut pas couvrir ça. En fait, ce que ça crée aussi, c'est un engorgement dans les sites d'enfouissement. Donc, c'est 30 environ là, de ce qui se retrouve là, dans les sites d'enfouissement qui est associé aux débris de construction. Ce n'est pas toutes des toitures et des fenêtres patrimoniales, mais quand même, ça augmente et ça contribue au problème. C'est un frais aussi qui est collectif. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui n'auraient pas envie de traiter toute cette surcharge-là et plutôt d'investir dans l'entretien. Si on pouvait, et certains assureurs l'acceptent ou l'acceptaient, si on acceptait d'avoir une évaluation de la toiture, puis que l'assureur fasse « OK, votre toiture a 80 ans, c'est parfait, elle est en bon état, j'ai un professionnel qui en atteste. » On pourrait poursuivre et prolonger donc jusqu'à 100, 120 ans peut-être des couvertures d'assurance. En ce moment, c'est pas ça. En ce moment, c'est changer vos fenêtres. Vous voulez remettre un modèle en bois, vous savez, ça dure pas assez longtemps ou on couvre pas ça. Donc, on vous encourage à aller plutôt vers un modèle plus contemporain. Donc, c'est comme un serpent qui se mord la queue, là, c'est-à-dire que les changements climatiques sont un problème pour les assureurs, mais en même temps, ils y participent aussi en contribuant à limiter ou à ne pas reconnaître la valeur de l'entretien, puis au contraire, à toujours exiger des remplacements. Je reviens à ma reconnaissance patrimoniale, où on était tantôt, puis où je cherchais mes chiffres. Ici. Donc, sur notre total, c'est 12 des gens qui ont identifié la reconnaissance patrimoniale comme étant un obstacle à l'assurance. Mais je vous l'ai dit, on a un échantillonnage qui est plus élevé en maison à statut patrimonial. Et donc, quand on se penche vraiment là, sur chacune des catégories, j'aurais aimé ça avoir un tableau pour vous l'écrire, mais bon, retenez. Donc, pour les maisons classées, c'est 61 des gens qui ont nommé que c'était un obstacle. Donc, on est vraiment au-dessus de 50 c'est énorme. Pour les maisons situées dans un site classé ou déclaré, 53 donc c'est beaucoup. Alors que quand c'est un site, on sait que l'encadrement, c'est vraiment seulement à l'extérieur. Les exigences sont moindres que quand c'est pour un édifice unique. Quand on passe au municipal, donc 23 des maisons citées quand même, ce qui est beaucoup. Et dans un site patrimonial, c'est la même chose sensiblement, 21 Donc, c'est le quart des maisons à statut patrimonial là, municipal qui se trouvent à dire que c'est un obstacle à leur couverture d'assurance. Ensuite, et là, je suis pas contente, je ne l'ai pas écrit, mais ce qui est impressionnant, de mémoire, c'est 38 des gens dont la maison se retrouve dans un inventaire qui disent que ça a été un obstacle. Donc, c'est plus que pour le municipal. Parce que peut-être tout ça est mélangé ensemble et puis qu'on ne fait pas de distinction et peut-être que le courtier ou l'agent d'assurance arrive à comprendre que une citation, ça a moins d'incidence qu'un classement. Mais quand on est dans juste l'inventaire, là, en gros, 38 c'est quand même c'est beaucoup. La citation, elle vient de la municipalité. Citation classée patrimoniale.
La citation vient de la municipalité, oui. Ouais, c'est au niveau municipal. Le classement, c'est au niveau provincial. Puis les inventaires, il peut y en avoir aussi au niveau des MRC. Les MRC, maintenant, ont un pouvoir de citation, ce qu'il n'y avait pas avant. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont utilisé à date, là, honnêtement. Donc, les menaces pour le patrimoine, bien évidemment, des primes d'assurance plus élevées rendent une difficulté à l'accès au patrimoine. Donc, on vient limiter, en fait, le changement de propriétaire. On a aussi une crainte que ce soit des propriétaires plus aisés qui aient accès à ce patrimoine-là uniquement à résider dans des milieux anciens. Puis on le sait que les milieux anciens, bien, vous les connaissez, ils sont riches, c'est des milieux de qualité, c'est des milieux complexes, et on voudrait vraiment qu'ils restent accessibles à tous. Donc, les primes plus élevées, c'est un problème. Éventuellement aussi, surtout quand on pense là, à tout le volet commercial, ben, si on a plus de difficultés à assurer son immeuble patrimonial commercial, ben, on va se tourner vers le secteur plus récent. Et donc, éventuellement, on serait dans un processus de dévitalisation peut-être des milieux anciens à vocation commerciale. Ben, je vous l'ai dit, les couvertures d'assurance partielle, c'est sûr que c'est pas souhaité. Ça fait en sorte, c'est clair que c'est une menace, mais globalement aussi, là, puis on l'a nommé, quand on donne plus d'argent à la couverture d'assurance, ben on en met moins sur l'entretien, on en met moins sur la restauration. On a tous un budget, puis ça rentre là-dedans. Et donc, le fait de devoir démontrer qu'on est moins à risque, peut-être, là, ou en tout cas qu'on contrôle nos risques, ça serait une bonne valeur, je pense, pour inciter les couvertures d'assurance à être plus généreuses envers les propriétés anciennes. Conserver les éléments du bâti ancien, évidemment, mais je viens d'en parler, là, quand on parle de remplacement d'une toiture ou des fenêtres, au lieu de préserver celles qui sont déjà en place par des réparations ou de l'entretien. Finalement, mais je l'ai déjà nommé, là, mais une part importante de la gestion des sites patrimoniaux, si on le consacre, c'est un problème. Là. Si on reçoit des subventions pour la gestion de notre site patrimonial puis qu'on les envoie tous à l'assureur, bien, qu'est-ce qui reste pour le développer, le valoriser, le mettre en valeur et l'entretenir? Une pression immense pour les municipalités. Donc, oui, faire accepter les statuts patrimoniaux. Puis je l'ai dit, peut-être qu'il y a une démarche aussi en amont à faire là, de sensibilisation et d'éducation auprès de la population en général et éventuellement des propriétaires pour valoriser les statuts patrimoniaux puis les voir comme un geste festif et à célébrer plutôt qu'une conséquence ou une punition. Mais aussi la pression pour les nombreuses demandes de confirmation. Donc, en fait, les municipalités se font contacter, et avec raison, par des propriétaires pour obtenir des lettres à envoyer à leur assureur. Ma maison n'est pas citée, classée, elle n'est qu'inventoriée, et voici les conséquences ou l'encadrement qui en découle. Puis, éventuellement, il faut se dire là, que normalement, un assureur est supposé de réviser votre dossier d'assurance aux 2 ans. Donc ça voudrait dire que tout le monde qui a une maison qui potentiellement a un statut patrimonial ou un encadrement devrait, aux 2 ans, demander à sa municipalité d'écrire une lettre pour confirmer. Ça n'a pas de sens, là. Il n'y a personne à temps plein qui va être consacré à ça. Je l'ai nommé déjà, mais la diminution de l'accès à la propriété en milieu ancien, le déséquilibre sociodémographique que ça peut causer, là, le rachat d'une propriété, la plus jeune génération, parce qu'on assure la propriété, mais on assure aussi le profil du propriétaire. Quand c'est notre première maison, qu'on n'a pas d'historique avec un assureur, c'est encore plus difficile de se vendre et de vendre notre propriété. Là où l'assurance groupe peut être une option intéressante, parce qu'on vient répartir le risque dans un groupe puis se fondre dans la masse un peu, là. Mais quand on n'a pas accès à ça, puis qu'on est vraiment seul, puis qu'on n'a pas d'historique derrière nous, bien, le premier propriétaire, ça peut être plus difficile encore d'aller négocier. Donc, nos actions là-dedans, bien évidemment qu'on est ici, donc on fait de l'information et de l'éducation. On en fait de différentes manières. Le site Internet de l'ARMAC a maintenant un onglet.
qui portent sur les assurances. On a écrit des articles dans la lucarne. On a partagé l'information avec des journalistes qui, à leur tour, ont relayé dans les médias. Il y a eu, comme on en a parlé plus tôt, le reportage à la facture, qui a peut-être justement éveillé plus d'inquiétude chez certains qui n'étaient pas encore au courant de l'enjeu. Mais au moins, c'est aussi aller chercher l'attention du ministre Lacombe, là, qui, d'accord, était nouvellement en poste jusque-là, mais quand même, ça a eu le bénéfice d'aller pointer son intérêt vers les assurances. La formation d'un comité de travail avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le Bureau d'assurance du Canada. Donc, comme je l'ai dit, on a développé un outil là, en collaboration avec le Bureau d'assurance du Canada. C'était aussi juste de faire en sorte que des gens se parlent, qui comprennent les réalités de l'un et de l'autre et la méconnaissance de l'un et de l'autre, qui était grande. La représentation auprès des assureurs, donc on contacte des assureurs directement, on est en relation avec eux, on fait tomber leurs préjugés, parce que la première rencontre, c'est vraiment, le patrimoine, hein, vous savez. Mais rapidement, ils réalisent que, finalement, c'est peut-être pas si vrai ce que je pense, mais là, ils ont un travail à faire aussi à l'interne chez eux. Donc, les assureurs, c'est un peu comme le ministère, c'est des grosses machines, c'est un peu lent. Je vous ai nommé le sondage. On est à la rédaction d'un guide pour les propriétaires. Donc, en fait, l'éducation, c'est aussi au cas par cas, c'est-à-dire que Claire et moi, on prend des appels, on prend des courriels, on répond aux propriétaires qui souvent nous appellent vraiment, là, c'est la fin de sa route, là, puis il est prêt à abandonner. On les renseigne individuellement et personnellement, mais comme on a un cours 101 finalement qu'on a mis dans un guide, donc qui devrait être disponible dans les prochaines semaines, on le souhaite. Et rapidement peut-être, ou enfin, peut-être pas rapidement, parce que je pense que vos questions vont être plus là-dessus. Nos pistes de solutions. Bon, évidemment, l'éducation. Ça va être peut-être long, là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pistes de solutions qui sont plutôt à long terme. Donc, l'éducation, celle qu'on fait avec les assureurs, mais celle qu'on fait avec les propriétaires aussi. Le guide produit, c'est aussi, c'est aussi ça l'idée. C'est que chacun soit plus apte à aller négocier puis à aller représenter sa propriété auprès d'un assureur. Un programme d'assurance, donc on en a parlé, là. En fait, je vais mélanger tout de suite là, la mutuelle, l'union réciproque et le programme d'assurance. Donc, en fait, le programme d'assurance, l'idée, c'est d'avoir, soit avec un courtier, soit avec un assureur, un programme qui est spécifique et qui comprend vraiment les besoins des maisons anciennes, notamment pour celles pour lesquelles c'est le plus difficile, les maisons classées. Mais idéalement, l'idée de faire tomber les préjugés dans la population en général, c'est qu'un jour, il faut qu'on en vienne à ce qu'un courtier ou un assureur ne demande plus vraiment la date de la maison, mais demande vraiment dans quel état est la maison et combien est le coût réel de reconstruction et quels sont vos besoins, vous, en tant que propriétaire, en assurance. Parce que la valeur agréée, par exemple, une entente de gré à gré là, sur un montant maximum couvert par une assurance, qui n'est pas relatif nécessairement à la valeur de reconstruction, ça peut être une bonne option, mais tous les assureurs ne l'ont pas et tous les propriétaires ne savent pas que ça existe. Donc, il faut vraiment que ça soit offert davantage. Un courtier, par exemple, pourrait offrir différents produits puis diriger un assuré vers différents produits, mais les assureurs vendent l'assurance en 15 minutes sur une tablette. C'est sûr que là, il n'y a pas plusieurs produits qui vous ont offerts, là, puis vous butez rapidement à « on ne couvre pas ce risque ». Donc, le programme, c'est de répondre à des besoins spécifiques des maisons anciennes qui existent quand même. Et peut-être que le programme, c'est une mutuelle ou une union réciproque, là, qui est quelque chose de similaire là, comme produit à la mutuelle d'assurance. Et encore là, bien, ça, c'est aussi très long à développer, entre autres parce qu'il y a différentes options. Est-ce que c'est quelque chose qui est créé juste avec des propriétaires de maisons anciennes et là, on regroupe un beau bassin de risques qui est considéré comme élevé par les assureurs?
et qui n'est pas souhaitable. Est-ce qu'on peut aller chercher un apport du gouvernement pour venir couvrir une partie de l'assurance, pour être comme un genre de co-assureur? Est-ce qu'il pourrait l'être de façon progressive aussi, c'est-à-dire se retirer tranquillement quand on va avoir démontré que les maisons anciennes sont un super beau risque à couvrir et qu'on aura des réassureurs qui seront intéressés davantage au portefeuille des maisons anciennes? Donc, ça, c'est une option. Et finalement, les règles de souscription, c'est vraiment la question de la date, entre autres, et des matériaux et des techniques de construction anciennes. De la conservation, c'est-à-dire qu'une toiture est évaluée pour sa qualité au jour d'aujourd'hui et non pas pour une durée de vie de 50 ans et c'est fini pour tout le monde et c'est comme ça partout pareil. Donc, d'avoir des règles de souscription qui soient plus adaptées et qui ne considèrent pas la date de construction dans le formulaire, finalement, dans le questionnaire qui est envoyé. Donc ça serait une démarche là, à travers, entre autres, l'Autorité des marchés financiers, qui est responsable d'encadrer les assureurs. Là, on sait que c'est des compagnies privées et qui sont souveraines et qui peuvent faire ce qu'ils veulent, mais n'empêche qu'ils ont un cadre dans lequel ils exercent et qui est donné, ce cadre-là, par l'Autorité des marchés financiers. Oui, c'est ça, je vous ai mis juste le graphique là, sur la base d'indemnisation parce que la valeur agréée, on le voit, à 23 %, c'est pas beaucoup des répondants qui ont ce type de police d'assurance. Or, ça gagnerait à être connu peut-être. Les autres valeur agréée signifie qu'on te rembourse seulement le montant de protection? C'est-à-dire que la maison est assurée pour une valeur maximale et que s'il y a un sinistre majeur, en fait, on ne reconstruit pas. L'assureur, c'est-à-dire, ne vous demande pas est-ce que vous reconstruisez ou pas. Il vous donne un chèque à la valeur maximale entendue et c'est tout. Donc, vous pouvez prendre ce chèque et acheter une autre propriété, mais vous n'avez pas à reconstruire. Puis là, pour les sinistres mineurs, bien, il faut quand même qu'on ne peut pas s'assurer si notre maison vaut, je ne sais pas, 1 million, on ne peut quand même pas s'assurer pour 500 000. Parce que pour les dommages mineurs qui sont plus fréquents, en fait, il faut quand même que ce soit relatif à la valeur. Et il faut aussi, là, il y a des règles de valeur de la propriété au niveau municipal, tout ça. C'est compliqué. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment la mauvaise version de mon PowerPoint. Je suis absolument désolée. Mais donc, je vous montrais normalement à la place de cette belle photo l'outil qu'on a développé, que le BAC a développé pour les agents et les courtiers. Vous irez le voir en ligne, il est disponible. Donc, c'est une fiche, en fait, qui résume les différents statuts et l'encadrement qui doit être considéré par un assureur, donc qui est très bien fait, qui est très simple, c'est vrai, mais tout est quand même bien résumé là. Donc, on souhaite qu'il soit davantage connu. Et ce qu'on dit aux propriétaires, c'est, bien, si votre courtier ou l'agent auquel vous parlez ne les connaît pas, envoyez-leur. Faites en sorte que ça circule. Je suis passée tout droit. Comme Clément, je pense, l'a dit, on travaille avec non, c'était Jacques Archambault dans la petite vidéo. Donc, on travaille avec un comité de travail avec la Fiducie nationale du Canada parce que le problème va au-delà du Québec. Ça fait des échanges et des rencontres très, très pertinentes et intéressantes. Et il y a aussi le support. Là, on est à environ 200 municipalités qui ont adopté une résolution pour demander au gouvernement d'agir. Donc, ça a été une demande faite, propulsée par la Fédération Histoire Québec. Et ça a quand même bien fonctionné. Donc, on souhaite que ça perdure et que ça continue, cet appui-là, parce que la question du patrimoine, il faut vraiment la sortir du ministère de la Culture et comprendre que son incidence est beaucoup plus large et que ça va donc au-delà et que ça a un impact majeur pour les municipalités aussi. Voilà. Avez-vous des questions? Je reviens donc, Valérie. Reviens à l'avant-dernière, s'il vous plaît. Celle-ci? Celle-là est bonne. Oui. Bon, ben, moi, je suis membre du comité d'assurance de la FMAC depuis son tout début. Là. Ça fait 15 ans qu'on en parle à peu près. Là. Moi, ma conclusion, c'est que c'est la solution 3 qui a plus de chance de régler le problème. Comme ça a été fait d'ailleurs par les fabriques. Dans les fabriques, il y avait des églises à assurer et des presbytères. Alors, les assureurs ne voulaient plus. Alors, ils se sont constitués en mutuelle. Il y a une mutuelle, je parle, dans la région de Montréal, il y en a une à Québec, et ça fonctionne assez bien.
Puis on peut penser, bien, l'assurance auto du Québec, c'était ça aussi un peu, mais c'est pas c'est devenu, c'est le gouvernement qui assure hein, pour les dommages corporels, etc. Donc là, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire que un gros problème pour les maisons patrimoniales et pourquoi pas avec la part du gouvernement et surtout l'autorité des marchés financiers. C'est dommage, mais on ne les a pas intégrés assez vite, d'après moi, dans le comité. Nous, l'ARMAC, on a piloté le dossier, alors que c'est peut-être l'autorité des marchés financiers qui aurait dû le faire, avec l'assistance de l'ARMAC pour leur dire ce que c'est une maison ancienne. Par exemple, quand les règles de souscription, quand on appelle, là, toutes les compagnies d'assurance utilisent le même document pour dire, ben, une façade en briques, ça coûte tant, mais ils ont peut-être rien pour un plafond à caisson, ça coûte tant à refaire. Il faudrait revoir ces outils-là avec l'autorité des marchés financiers qui s'occupe d'assurance, puis qui s'occupe aussi des évaluateurs, puis qui s'occupe aussi des experts en sinistre. On n'a jamais eu d'experts en sinistre sur nos comités. Le fait qu'on soit de bonne volonté, mais qu'on ne soit pas des experts en assurance, ça ne nous a pas aidé, ça. On a fait pour le mieux, mais là, je pense que ça fait assez longtemps qu'on essaye, qu'on a manqué notre coup, malheureusement, avec Héritas, qui n'était pas parfaite, d'après moi. Alors, je voulais juste... Héritas, c'était pas parfait, mais ça répondait quand même au pire cas, si on veut, là, qui pouvait trouver une assurance. De mémoire, là, il y a eu très peu de personnes qui prenaient le platine. Ah. Le platine, on exigeait, je pense, avec une compagnie SPE, valeur assurable, une évaluation rigoureuse du coût de reconstruction. Dernier commentaire rapide. Le coût de reconstruction pour les maisons de pierre, là, ils considèrent toujours que tu refais la maison à partir du solage. Ils ne considèrent pas que ça se peut que la maison elle est brûlée en partie, mais qu'il ne fallait pas retoucher. Alors, c'est toujours 1,5 million et plus. C'est pour ça que la maison d'André Médard-Bourgault, à vaut cher à reconstruire, et on l'a vu, c'est en pierre. Ce qui me fait penser, d'ailleurs, j'ai oublié de noter, mais on a fait des démarches avec la Chambre d'assurance de dommages qui sont responsables de la formation là, des professionnels en assurance pour les inviter à faire des formations spécifiques là, sur l'assurance des maisons anciennes. Donc ça devrait arriver. Et à en intégrer davantage dans leurs différentes formations aussi. Donc, tout le monde est conscient maintenant qu'il y a un problème. Là. Peut-être que le reportage de la facture a créé de l'inquiétude, mais au moins, ça a aussi créé un mouvement de reconnaissance de « Ah oui, OK, il va falloir faire quelque chose ». Et les évaluateurs agréés aussi, on les a contactés. C'est un peu difficile là, parce que c'est pas une reconnaissance, c'est pas une expertise reconnue, l'évaluation en patrimoine, spécifique en édifice patrimonial. Fait que c'est un peu difficile, mais quand même, il y a des démarches qui sont entamées de ce côté-là aussi. Il y avait une question, je pense. Oui? Mon épouse et moi, on habite dans une maison à Saint-Michel-de-Malplace, pièce sur pièce, qui frise les 200 ans. Est-ce que je dois dire que j'habite dans une maison patrimoniale ou simplement ancestrale ou bien chez nous? En fait, moi, ce que je recommande aux gens, c'est tout ça est vrai, mais au niveau de l'assurance, ça n'a pas d'incidence nécessairement. Donc, oui, quand ils vous demanderont la date de construction, vous direz bien qu'elle a 200 ans. Mais autrement, c'est de parler de l'état de la maison et de ses matériaux et de ses spécificités. C'est pas une question patrimoniale ou pas. Après, si elle a un statut de reconnaissance quelconque qui engendre un encadrement réglementaire, vous êtes dans un site patrimonial, si j'ai bien compris? Bon, mais ça, évidemment, il faut le nommer. Par contre, il faut s'assurer que le courtier ou l'agent comprend bien ce que ça a comme incidence et qu'il ne croit pas
que vous ne pourrez plus changer une porte, une fenêtre ou remplacer le plancher à l'intérieur, parce que la majorité des dégâts sont quand même à l'intérieur, il faut se le dire, là. Puis vous n'avez aucun encadrement à l'intérieur, ça n'a aucune incidence. Moi, ce que je dis, quand je réponds au téléphone, qu'il y a une question pour l'assurance, ce que je dis aux gens tout de suite, dites toujours que votre maison, elle est ancienne. Parce que le mot ancienne, c'est pour une raison ou pour une autre, pour l'assureur. Quand je parle au téléphone, madame, on me dit, à cause de ma voix, vous êtes ancien. Il faut vous leur dire, on ne fait pas d'agisme avec la maison, comme on n'en fait pas avec le client. Non, on leur dit la maison, elle est ancienne. Puis là, éventuellement, la 5e, 6e question qu'ils vous posent, c'est quelle est la date de la maison? Vous dites, ah ben écoutez, elle était toute refaite avant de répondre à la date. L'électricité date de temps, la plomberie date de temps et le toit date de temps. Oui. Puis là, vous dites pas un mot, vous attendez qu'il vous repose la question encore pour la date de la maison. OK? Parce que la conversation est allée ailleurs. Tout à coup, vous avez engagé une conversation qui est plus positive. Là, mais dans son esprit, mais il n'y a pas à faire une maison ancestrale ou patrimoniale, une maison ancienne. Maison qui a de Et l'expérience. puis, allez pas au-devant des coûts pour leur dire que c'est une maison qui est classée, qui est dans un site patrimonial déclaré, qui est inventorié, qui est cité, quoi que ce soit. Si on ne vous pose pas la question, vous ne dites pas un mot, là, c'est enregistré, vous n'avez pas menti. Faut pas être fier. Parfait. Faut pas être fier. Si vous pouvez faire une assurance de groupe, c'est la meilleure façon de trouver une assurance pour une maison ancienne. En d'autres mots, si vous faites partie d'un organisme quelconque, une profession, infirmière, enseignant, avocat, n'importe quoi, si vous êtes un gradué d'université, par le truchement de l'université, vous avez aussi accès à des assurances. Et c'est plus facile parce que si Promutuel, qui est le bras droit de Desjardins pour les assurances de groupe, la personnelle, c'est la personnelle et l'assurance de groupe de Desjardins. Alors, disons que vous êtes ingénieur. Alors, si vous êtes embauché, le risque est moins grand pour eux, à travers l'Association des ingénieurs, de prendre le risque d'une maison ancienne que de prendre un risque sur le plan individuel. Alors, vous avez plus de chances d'être assuré à un taux raisonnable à l'intérieur d'un groupe que sur le plan personnel. Trouvez-vous un groupe. La FADOC, c'en est un. Ouais. Mais tout ça est quand même inadmissible. Oui. Oui, mais Moi, je pense qu'on est au point où est-ce que la situation d'incohérence et de difficulté que font les assureurs est une menace pour le patrimoine. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut Oui, vraiment absolument. dire ça? Oui. Si c'est une menace pour notre patrimoine, on est supposé avoir un gouvernement qui défend le patrimoine et qui a même une loi là-dessus. Alors moi, la question que j'ai pour vous, est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter de tourner autour du pot? Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre un petit peu de pression là, pour que nos autorités gouvernementales adressent le problème? On sait qu'on a des assureurs qui ne répondent pas aux questions. On sait qu'on a des assureurs qui cachent leurs livres et qui n'ouvrent pas leurs livres. On sait qu'on a toutes sortes de genres de difficultés, de toutes sortes de nature. Est-ce qu'il ne serait pas temps que notre ministre ou supposé ministre se réveille et dise on va entreprendre quelque chose, on peut faire une commission parlementaire, avec ça on va pouvoir savoir des vraies choses, des vrais assureurs, et puis après ça on pourrait voir si on n'apporterait pas certains ajustements ou suggérer certains ajustements, et là on pourrait considérer des solutions. La solution de mutuelle, est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? Mais à tout événement, ça réveillerait un petit peu nos assureurs. Hein? Oui, c'est sûr qu'il faut Bon. que le Est-ce qu'on gouvernement s'en va quelque part dessus, ou si on fait décide simplement que les comme l'autre? assureurs doivent changer Moi, ma d'attitude. question, là, C'est ça. c'est plus que ça. Là. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on s'amuse à tourner en rond présentement? Est-ce qu'on entreprend? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on prend les moyens nécessaires pour arriver à voir clair dans cette situation-là? Je ne suis pas sûr. Alors, Non. Je pense que non. Je veux dire, parce qu'on a des moyens limités. Fait qu'on demande au gouvernement de faire son travail, puis on l'a demandé à répétition, mais... Je pense qu'il faudrait...
faudrait provoquer quelque chose, là, puis on a suffisamment de groupes intéressés pour pouvoir provoquer quelque chose, là. Il serait temps qu'on le fasse, parce que si on attend après la bonne volonté de notre simple ministre qui ne sait pas où donner de la tête, là, je suis pas sûr, il faut l'aider, là. Il faut faire des pancartes. Oui. Moi, des fois, je me demande si les solutions qu'on envisage ne seront pas nos problèmes de demain. Par exemple, un programme d'assurance répondant aux particularités de notre affaire, c'est sûr que c'est l'idéal. Hein? Ça, c'est certain. Mais moi, on pensait, nous, les artisans, moi, je suis à protéger le patrimoine immatériel, les métiers. Je m'intéresse à mes collègues, je m'intéresse à la définition de nos métiers, à l'éducation dans nos métiers, à l'embauche de jeunes, à toutes ces affaires-là, parce que je me dis, sans eux, vos maisons, ma maison, n'existe plus. Donc, il y a ça aussi. Et on est devant à peu près les mêmes affaires. Par exemple, quand il y a eu la commission sur la révision de la loi sur la protection du patrimoine, bien évidemment qu'on a dit qu'il faudrait protéger les personnes qui réparent les choses. Ah, ça, non, ça a été non. Fait que on a pensé un jour qu'un programme d'aide aux propriétaires serait une solution, parce que je pense que ça coûte plus cher à réparer, voyez-vous. Il y en a un maintenant. Alors, j'étais très content, là. Moi, l'année passée, avant Noël, là, je me suis dit, avant Noël, c'est un bon moment pour les assurances, pour nous autres aussi. Et puis, je me suis dit que cette année, ça va être intéressant, en 2023. Ah oui, j'ai pas encore commencé à travailler. Mon fils travaille chez son ancien employeur, puis moi, je fais du ménage. On a 4 employés à la maison, le BS est fini, tout est fini. Pourquoi? Bien, parce que la solution dont je rêvais, un système assez proche de nous, dans les localités ou dans les MRC, les subventions, administrées par les MRC ou les localités, je me suis dit, ça va être parfait, c'est pas loin du peuple, pas loin de nos situations, on pourra s'exprimer. La réalité, c'est que ça prend un temps fou, une municipalité, de gérer tout ça. La réalité, c'est que j'ai fait un tour dans mes études, parce que maintenant, mes nouveaux jeunes qui prennent la minute m'ont dit, papa, t'es pas bon, tu vends plus, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'ai demandé à mes chums, j'ai dit, vous vivez, vous autres aussi, c'est pour ça que je vends plus. Et là, je me suis rendu compte que maintenant, actuellement, là, moi, je suis à 12% de succès de mes ventes. Avant, c'était 85. Là, j'étais à 12. Alors, on a dépensé cette année 30 000 pour faire 35 évaluations. Il y en a 4 qui ont passé. Je paye 2 personnes. Je ne vous dis pas le prix, 30-40$ de l'heure, 30 heures par semaine depuis 6 mois, pour avoir vendu 4 jobs. C'est sûr qu'on mange notre chemise. Et puis là, je pourrais travailler parce que les municipalités ont trop de difficultés. Ce que je pensais être l'idéal, est maintenant même pas un En fait, c'est entre le moment où vous évaluez puis le moment où la municipalité accorde la subvention, c'est ça? C'est plus que comme 6 le mois. délai est... Alors, puis tous les propriétaires qui avaient l'argent pour réparer autrefois, des anciens clients, maintenant disent, bien, j'attends que la municipalité donne leur part parce que moi, j'y vais pas. C'est pas parce que le propriétaire a nécessairement pas d'argent, mais c'est parce qu'il ne crachera pas sur 15 000 ou 20 000 ou 25 000. Je vous passe sous silence la disparité profonde entre chaque MRC et chaque municipalité pour ce qui est de ce programme-là. Oui, on a Alors, soulevé le ça avec programme que je pensais être idéal pour toutes nous autres, comme propriétaires et comme entrepreneurs, mais finalement, je ne sais pas, là, ça ne va pas. Un cabinet de santé, ben, en bas de 4-5 000, on a de la misère à le réaliser, et c'est souvent plus. Et puis ça, le cabinet de santé, quand c'est bien fait, c'est l'état de la situation dont on parle depuis tout à l'heure. Maintenant, il y a beaucoup de propriétaires qui ont fait faire leur carnet de santé. On pourrait s'en servir. Moi, il y a des matins que je voudrais que ça finisse puis qu'on gagne quelque chose. Après 40 ans, je connais M. Loca, par exemple, depuis 30 ans. Je voudrais bien qu'on ait fini de régler ça. On dirait que ça ne se règle pas. Je pense à mon fils qui m'a dit cette semaine, papa, tu sais, la maison, il va falloir la vendre quand tu vas mourir, puis maman aussi. Parce que je ne serai jamais capable de l'acheter. Ça aussi, on va avoir ça comme problème bientôt. Tous les prix montent. Je ne parle pas des prix. Je ne sais plus où sont mes prix. Puis tous les clients me disent qu'on est vraiment inaccessible depuis 6 mois. Oui, je suis inaccessible. J'ai fait le tour de combien ça me coûtait. J'ai augmenté mes prix. Le résultat, c'est que je ne vends plus. Et que je suis en danger maintenant. Maintenant que je ne suis plus en déficit, je suis en danger. Que je ne sais pas comment on est, mais on est pareil comme propriétaire. Je pense, moi en tout cas, j'en suis rendu là. Je pense que c'est la lutte sociale que vous dites. Je pense qu'il faut être très dérangeant. Je pense qu'il faut se mettre ensemble, pas juste les propriétaires, mais nos fournisseurs. Je pense au Conseil des métiers d'art, on serait très, très attentifs à ce qu'on discute aujourd'hui ici.
c'est pas leur truc pour le moment, mais on serait très attentif à ça, parce que nous, les gars, on est rendu à avoir dans des boutiques, il y a 4 employés, il y a une personne qui fait des estimés à semaine longue pour ne rien obtenir ou à peu près. Alors, par quel bout on va pogner ça? On sait que les assureurs, ils sont, comment tu as dit ça, autonomes, puis Indépendants, privés. une entreprise privée. Tu peux rien lui dire. Alors, comment on peut faire ça? Pousser notre gouvernement? Comment on pousse un gouvernement au bord du précipice? Généralement, la décision se prend quand il tombe. Peut-être que ce qu'on devrait faire, c'est une réunion de différents acteurs de notre milieu, et puis qu'on vraiment fasse un bloc commun, puis qu'on fasse un bloc où on se dit comment on peut faire pour pousser notre monsieur Lacombe parce que pas loin du précipice. Pour qu'il réagisse. La plaque depuis 10 ans, c'est admirable, là. Mais j'ai l'impression, c'est merveilleux, c'est admirable, c'est un travail extraordinaire. C'est une sensibilisation extraordinaire aussi, sauf que les cas, les accidents arrivent de même de jour en jour. Mais je pense que ça prend un petit coup de pouce de plus quelque part. Là. Ah oui, on ne peut pas être seul à porter ce message-là. Ça pourrait être qui? Bien, effectivement, les artisans peuvent être là. Un regroupement de différents C'est défenseurs du patrimoine, de personnes intéressées, etc. Je m'excuse, on est... Quelle est la part des propriétaires qui sont contraints d'aller en dehors du Québec, en Europe? Est-ce qu'il y a des gens qui vont... Aucune idée. Beaucoup d'argent, c'est niché, mais ça reste beaucoup d'argent qui sortirait du Québec. Oui, c'est ce qu'on a Est-ce qu'il y a des gens soulevé. qui vont... Ceci dit, oui, il y a encore des compagnies d'assurance québécoises, là, mais les gros joueurs sont de toute façon internationaux, là, donc c'est pas... Puis, dans ce qu'on comprend du marché de l'assurance, là, c'est faisons bouger le plus gros et les autres suivront. C'est vraiment dommage, mais ça a l'air que quand ils veulent savoir où se situer, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent ce que le voisin fait. Donc, oui, il y a un argument là-dedans de garder l'argent au Québec, mais en même temps, en tout cas, il n'est pas chiffrable là, pour l'instant. On a une question là? Nous, en tant qu'architectes, cette semaine encore, on donnait une formation à Kamouraska sur comment entretenir les vieilles maisons. Puis dans la salle, dans l'église de Kamouraska, il y avait 100 personnes. C'est vraiment incroyable. Ils ont fait un beau travail de com et tout ça. Mais je me disais, ces gens-là qui travaillent les assureurs, là, tous les noms que tu as nommés, là, il faut qu'ils soient formés. Tu sais, si on forme les propriétaires de maisons, puis même à ça, on sait que c'est pas tout le monde qui est formé, que c'est quelque chose qui est recherché. C'est évident que les gens qui travaillent dans le monde des assurances, là, ça doit être 1 sur 100 là, qui connaissent un peu les chambranles, les toitures en bardeau, puis comment ventiler les entretoits. Personne ne sait ça. Alors moi, je trouve que par rapport à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, ça manque énormément, cette connaissance-là. Je pense qu'il y a un rôle, nous autres, qu'on peut jouer quand on parle de regroupement avec, je ne sais pas si ça peut faire une différence, mais avec l'ordre des architectes. Je veux dire, les architectes, on est supposés d'être des spécialistes des bâtiments. Puis, je pense qu'on pourrait faire une différence. Puis aussi, il y a une autre chose, c'est que avec le temps qui passe, là, je crois que le ministère de la Culture n'est pas vraiment une solution. On sait qu'ils sont toujours en retard sur tout. Là. Puis, ça fait longtemps que j'ai compris que le gouvernement, il n'est pas capable de nous gérer. C'est nous autres qui doivent gérer. Là, c'est pas que j'oublie les exemples, mais il y a plein de dossiers qui sont venus à bout parce que les petits organismes, ça, se mettent ensemble puis ils font de la pression. Moi, je crois plus à ça que de dire attendons puis demandons au ministère de la Culture. Je pense que ça fait 30 ans. Moi, ça fait juste 30 ans que je vois les affaires que ça ne marche pas. Là. Et aussi, dernière chose, c'est que c'est pas vrai que les maisons anciennes, c'est plus de risques. Parce que une maison ancienne, on le sait, on en parlait avec Clément, ils ont des fenêtres qui durent 150 ans. Ben, excuse, tu les as pas changées. T'sais. Alors, ça aussi, c'est un mythe qui pourrait être, l'Esther parlait de faire des carnets de santé. Nous autres, on en fait aussi beaucoup pour les églises, mais si on faisait, je vois un trou, là, il y a eu un feu quelque part, mais je pense que ça, c'est un mythe à enlever de la gestion du risque. Parce que si on continue à perpétuer cette idée que les maisons anciennes sont un risque supérieur, on n'y arrivera jamais. Tout est une question de gestion de risque. Alors, c'est peut-être de ça, là, si... C'est pour ça, moi, je suis très, très intéressée à voir combien ça coûte une réclamation pour un sinistre
similaire, parce que bon, les sinistres, c'est toujours différent, là, mais entre une maison contemporaine puis une maison ancienne, parce qu'on en a des exemples où l'eau a juste traversé les matériaux, tout ça a séché, on a épongé, on a donné une petite couche de peinture, puis c'était correct. Alors que dans une maison contemporaine, on ne peut pas faire ça, c'est sûr. Il faut tout recommencer à zéro. Ça se récupère pas. Les composantes des maisons anciennes sont supérieures. Donc, c'est ce qu'on dit, nous autres. Oui, mais le problème, c'est ça, c'est que c'est pas sur le risque, c'est sur la perception du risque. Parce qu'ils n'ont pas fait ces études-là raffinées, parce que 350 000 édifices, qui n'est pas que personne n'a la totalité du marché de toute façon chez les assureurs. Donc, ils vont pas faire la comparaison, ils vont pas faire l'étude, ils vont pas extraire les données. C'est ce que, en tout cas, de nos échanges avec les assureurs, c'est ce qui en ressort, là, c'est qu'on n'est pas un marché suffisamment intéressant pour qu'ils investissent, en fait. Puis dans ce marché dur où il faut qu'ils excluent le plus, ou en tout cas qu'ils limitent le plus leurs investissements et leurs dépenses pour avoir le plus d'assurés possible, nous, on ne compte pas, là. Puis le ministère de la Culture n'a pas beaucoup de poids non plus là-dedans. Non, c'est pour ça je qu'on pense que vis-à-vis des compagnies d'assurance, c'est surtout, il faut que la demande ou le dialogue se passe entre le ministère des Finances, l'Autorité des marchés financiers et eux. La culture est secondaire. La culture donne les renseignements, donne l'information aux autres, etc. Mais c'est à ce niveau-là qu'il faut que ça se décide. L'argent n'est pas à la culture. Non. Non, ça, c'est sûr. Le ministre considère qu'il y a une démotion de toute façon. C'est ça. Oui. N'empêche que c'est la seule voie d'accès à aller plus loin. Là. Il faut passer par notre ministère de la Culture et grimper. Oui. Grimper, mettre les gens mal à l'aise partout s'il le faut, mais on ne peut pas laisser aller une situation comme ça. La lettre que la Fédération Histoire Québec a écrite conjointement avec l'ATMAC, en appui à l'ATMAC finalement, ça s'adressait au ministère de la Culture, au ministère des Affaires municipales et au ministère des Finances. Parce que faut que ça soit géré par l'ensemble des ministères concernés. C'est sûr que ce n'est pas la culture seulement qui vont gérer ça, c'est le ministère des Finances. Puis, est-ce que la lettre a eu une réponse? Oui. Est-ce que la lettre a eu une réponse? Est-ce qu'on n'a pas eu de réponse? Il n'y a eu aucune réponse de nos lettres de Des différents ministères. Ça montre l'intérêt. On a un accusé de réception de temps en temps en disant on a eu votre lettre. C'est automatique, deux lettres après. On le reçoit. Ça rentre dans la seconde. Noémie, je pense qu'on a une chose qu'on peut faire, par exemple. Les deux, on est tous les deux sur la table des partenaires de. Oui. Je pense qu'il va falloir peut-être pousser un peu plus le ministère dans ses retranchements sur les assurances. Puis leur dire, là, on en fait une sur les assurances, puis on était supposé parler mercredi dernier de l'éducation face au patrimoine. On a dit quoi dessus? Je me souviens pas, il me semble qu'on n'a pas parlé. Il était sur l'ordre du jour. On a fait un paquet d'affaires rapidement parce qu'on manquait de temps, parce que ça a été trop long pour je ne sais pas trop quoi. Mais il faut peut-être les remettre aller sur le retranchement et leur dire, regardez, là, on n'a pas le choix, il y a un problème. Se regrouper, effectivement. On regroupe aussi, on va aller chercher les métiers d'art. On sait que France n'a pas de difficulté à rentrer avec nous autres, puis ça va bien, puis tout ça. On pourrait essayer de s'organiser quelque chose de ce genre-là, puis faire en sorte d'aller beaucoup plus loin, puis menacer tout simplement. La seule façon que ce gouvernement-là comprend, c'est avec des menaces sur ces affaires-là. Fait qu'on menace, puis on dit, regarde, là, puis le ministre, là, il va falloir qu'il se bouge un peu, puis qu'il regarde un peu c'est quoi qu'il est ministre de quoi, là, puis qu'il arrête de penser que, oh mon Dieu, il y avait bien plus d'argent à la famille qu'il y en a à la culture et à la communication. Ben, c'est ça qu'il dit. Oui, mais c'est ça aussi, l'idée, c'est de ne pas nécessairement s'adresser uniquement à lui, entre autres en s'alliant avec la Fédération des municipalités du Québec, avec l'Union des municipalités du Québec aussi, là, qui sont très conscients du problème, là, qui sont sur la table des partenaires. On le voit qu'ils sont là, les deux unions sont là, des architectes est là, puis ça fonctionne bien généralement. Là, oui. Mais à chaque fois qu'on a parlé d'assurance, tout le monde est d'accord, il faut qu'il se passe quelque chose. Le ministère ne fait rien parce qu'il n'y a pas l'impression qu'on va changer, qu'on va vouloir. Bien, c'est ça, peut-être qu'il faut changer de. C'est ce qu'on a tenté de faire avec la lettre, là. Mais c'est ça, il faut passer outre le ministère de la Culture et se tourner vers. Je veux juste vous dire, en France, dans un autre système pour la santé, j'ai peut-être pas les bons mots, mais j'ai un ami qui est kinésiologue qui est engagé par une espèce de mutuelle pour la santé. Et lui, son travail comme professionnel, c'est d'éviter les
Donc, Ouais. lui, il fait des programmes d'entrevue, tout ça. Bon. Et si on transpose ça en patrimoine, Oui. s'il y avait un regroupement quelconque de propriétaires de maisons anciennes qui s'assurent et qui a un programme Oui, bien, c'est ce que font souvent les mutuelles, c'est-à-dire qu'ils viennent vraiment travailler sur limiter le risque parce que pour rendre leurs produits intéressants, leur portefeuille intéressant à revendre à un réassureur, il faut qu'ils aient le moins de réclamations possible, puis limiter le risque, c'est... Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que là, il y a de la formation auprès des membres, tout ça. Ouais. Mais ça, au moins, on travaille dans le positif des choses. Puis on viendrait alimenter les métiers d'art. Tu sais, parce qu'il va falloir le faire soi-même, parce que je vous dis, le gouvernement, si on attend après lui, là, ça ne marche pas. Là. Oui, mais investir dans la mutuelle, dans l'union réciproque nous-mêmes, sans le gouvernement, on ne sera pas capable de... Le gouvernement ne suivra pas. Il ne faut pas attendre après lui. Ah, mais il ne veut pas. Il ne veut pas suivre. Il l'a carrément dit. Le ministre a dit, il n'est pas question qu'on prenne ça en charge. Il dit, il faut s'organiser autrement. Il n'est pas question de... Oui, mais en prendre ça en charge, puis participer, il y a quand même une marge, là. Oui, mais... Reconnaître que le classement, c'est une valeur nationale, puis que ça appartient à tout le monde, en fait, puis qu'un propriétaire ne devrait pas être pénalisé parce que la maison est classée. Je pense qu'on peut essayer quand au on moins va de parler d'éducation, on ne leur présente pas l'idée de faire un projet, un programme, comme Mme Deschênes dit, d'éducation des gens face à leur maison, puis en même temps face aux assurances. On va préparer un programme d'éducation de ces gens-là. Donc, on va créer un élément qui va faire en sorte qu'on va prévenir. Mais j'aime beaucoup ça, mais il y a une partie, moi, de ce que j'essaie d'amener toujours dans la conscience, c'est que en ce moment, le seul responsable des assurances, c'est le propriétaire. C'est lui qui paye, c'est lui qui fait les démarches auprès de l'assurance, tout ça. Et il n'y a personne d'autre pour l'aider. Et la municipalité, parfois, accepte de rédiger une lettre pour le soutenir, mais il faut que la charge soit partagée. Donc, oui, il faut que le propriétaire diminue son risque, mais il faut qu'il y ait d'autres solutions là, alternatives, là, que ça ne repose pas uniquement sur ses épaules. Tous les propriétaires n'ont plus les mêmes capacités ou les mêmes moyens. Là. Oui. Oui. Ouais, ben, tu as dit tout à l'heure que pour lancer une mutuelle, ça prendrait l'aide du gouvernement pour qu'il y ait un fonds. Peux-tu nous en dire plus sur qu'est-ce que ça prendrait effectivement, pratico-pratique, pour faire une mutuelle? Qu'est-ce qu'il nous faut? OK. Bien, en fait, c'est-à-dire que pour démarrer une mutuelle, il faut absolument que, et là, je n'ai pas les chiffres en tête, là, mais il faut absolument qu'on soit capable de rembourser toute réclamation advenant que chaque réclamant en fasse. Et donc, il faut, au démarrage, parce que si c'est pas la prime d'assurance où les primes d'assurance seraient tellement élevées de toute façon que les gens vont préférer rester avec leur assureur. Donc, il faut arriver avec un investissement qui est majeur au départ. Puis, quand la mutuelle des fabriques l'a fait au 19e siècle, c'était un montant très, très important qui, aujourd'hui, a été placé, rentabilisé, puis tout ça. Puis, eux, ils ont aussi un programme de gestion de risque qui, semble-t-il, fait des miracles. Là. C'est le cas de dire. C'est exactement ça. mais eux, ils perdent des joueurs aussi petit à petit. Donc, ils ont leur argent, leurs finances qui sont très sécurisées et très fortes. Puis, ils ont de moins en moins de contribuants. Donc, leur prime demeure intéressante. Ils ont aussi très peu de réclamations. Donc, il faut arriver avec un montant d'argent à la base d'investissement qui permet donc le remboursement de tout le monde advenant une réclamation, puis qui permet aussi d'avoir des primes d'assurance qui sont intéressantes. Et les premières années, pour avoir des adhérents, évidemment. Et donc, les premières 5-10 ans sont cruciales parce que si on n'arrive pas à avoir des produits qui sont intéressants, bien, il n'y aura pas d'adhésion. Et peut-être qu'Héritas a souffert un peu de ça. Peut-être que le produit n'était pas assez intéressant et qu'il n'y avait peut-être pas les enjeux n'étaient pas aussi importants qu'aujourd'hui. Fait que peut-être qu'il était avant-gardiste, en fait, comme programme. Mais donc, ça a créé la fin. Là. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait une adhésion massive avec des primes, des couvertures qui sont adéquates et intéressantes
et que l'investissement soit là. Donc, l'idée d'inclure le gouvernement là-dedans, c'est d'une part qu'il contribue à cet investissement initial, mais l'autre aspect de ce qu'il pourrait faire, c'est de lui-même se proposer comme assureur pour une première tranche d'un montant X et qu'ensuite ça aille à un réassureur, par exemple. Fait qu'il y a plein d'options dans l'union réciproque ou dans la mutuelle qui appellent plus ou moins à un investissement ou un engagement du gouvernement. Puis on dit ministère de la Culture, mais dans le fond, des Finances. On parle de patrimoine. Bon, on parle de patrimoine, oui. Il y a une autre question. Je voulais juste dire que la lutte, on est tous à dire depuis 15 minutes la même chose. On est à se dire qu'il faut aller politique. Puis je voulais vous dire des fois que la maison Boileau démolie à Chambly il y a quelques années, là, pour les artisans, ça a été les mois suivants, on a eu des financements. Puis c'était vraiment pas de notre faute, on n'était pas impliqués. Mais vraiment un scandale, ça fait du bien. Je pense qu'il y a une idée qui se développe ici et il s'agirait d'aller un petit peu plus loin dans l'appui au magnifique travail que ceux qui ont géré le dossier là, présentement, qui sont recrutés du dossier, donner un élan, un nouvel élan encore. Puis moi, ce journée-là ici, cette journée-ci, est organisée, il y a 3 participants organisateurs de notre société. Oui. Alors, aujourd'hui, on a comme participants et animateurs, si on veut, qui font des présentations, on a l'Association des amis et propriétaires de maisons anciennes, d'une part, et vous êtes leur directrice générale, donc vous êtes leur porte-parole, hein, en quelque sorte. On a aussi le GIRAM qui participe, c'est moi qui ai parlé pour le GIRAM aujourd'hui. Et on a le président du GIRAM ici, et le vice-président, je ne sais pas s'il est parti, mais en tout cas, bon, peu importe. Et on a Fédération Histoire Québec. Et on a avec nous le président de Fédération Histoire Québec, M. Vallée. Moi, je me demande, là, et en plus, pour faire l'organisation de cette journée-ci, moi, j'ai pu constater sur une couple de mois que je suis là-dessus, là, que chacune des municipalités de la Côte-du-Sud, parce qu'on est en territoire de la Côte-du-Sud, chacune des MRC, les 4 MRC, m'ont confirmé qu'ils avaient soit envoyé la résolution, et ils me la répétaient, ou soit qu'ils étaient tout à fait d'accord avec le mouvement. Donc, c'est plus, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que le travail préparatoire à cette journée-ci comporte l'appui de chacune des municipalités de la Côte-du-Sud et de chacune des 4 MRC de la Côte-du-Sud. C'est un appui au mouvement. Donc, moi, ce que je suggère, là, dans cette idée de pousser un peu plus fort, je suggère que, premièrement, on s'entende, chacun des participants à cette journée-ci, pour que l'enregistrement vidéo qu'on a fait de ça serve à quelque chose et soit envoyé à quelques-uns de nos ministres. Commencer par le ministre de la Culture et des Communications. Ensuite, le ministère des Finances. En faisant ce geste, mais par un envoi d'autorité commune. Là, c'est plus difficile à ignorer à ce moment-là. Alors, c'est une suggestion que je fais. On a tout ce qu'il faut. On a l'enregistrement, on a la journée, on a dit de belles choses. Alors, est-ce qu'on serait d'accord avec ça, hein, M. Vallée? Aucun problème. Monsieur Sénéchal. Actuellement, ici, on a l'APMAC, la Fédération Histoire Québec, le GIRAM. Y a-t-il d'autres organismes qui sont là? Oui. Nous refaisons la Société historique de Belgique. Et d'Agnes Sanchez. Super, c'est vrai. Déjà, par contre, on peut partir avec ça puis faire une lettre commune qu'on joindra justement au document en question. Voilà. On en verra. Moi, c'est très intéressant les propos de la journée aujourd'hui. On s'entend là. Si ça ne donne rien, là, ça nous a coûté 0 cent. Exact. Juste un petit peu de temps. L'investissement est déjà fait. C'est ça. On ne perd rien de le faire. Là. Non, on peut le faire. Conférence de presse. Ben, pourquoi pas? À la limite, pourquoi pas on ne fait pas une conférence de presse sur ça pour dire les organismes en question, on dit ça. Je pense que
Parce qu'en passant, hein, on n'a jamais pu en faire de choses de ce genre-là parce que le gouvernement dit à chaque fois oh, allez pas jusque-là, on va s'organiser, on va s'organiser. On a nos cas On aussi sait ce que ça semblables donne, donc. actuellement. On dit allez surtout pas devant les médias, mais on va y aller la semaine prochaine. On a eu l'exemple du dossier Rapaska hier. Là. Si on ne mettait pas un petit peu d'épices dans la sauce, là, c'est garanti qu'elle passerait à la poubelle. Alors, Puis moi, je peux vous dire Pour que demain, mentionner, ce midi, avant d'entrer ici, j'étais au lancement de la mobilisation là, devant les terrains Alaska. On n'était pas si nombreux, mais il y avait Radio-Canada, il y avait TVA, il y avait Le Soleil, qui nous a connus, et le Journal de Lévis. Il y avait on du voit monde. que la voie, c'est une voie à suivre, ça. Il y là. avait du monde. Justement. Et je me rends compte que pour attirer les journalistes, il faut trouver un endroit spécial, des vélos, n'importe quoi. Là, aujourd'hui, il y avait des vélos, un petit rallye vélo qui est parti de la gare fluviale de Lévis et qui menait jusqu'au site. Et là, ça a fait tilter les journalistes d'un coup. Il faut user d'imagination pour aller les chercher. On le fera. moi, ce que je m'engage à faire cette semaine, ça va être demain ou après-demain, j'écris aux responsables politiques du ministre pour les patrimoines, que je côtoie maintenant régulièrement, pour l'avertir que ça s'en vient. Ah. Déjà en partant, lui, si on l'avertit d'avance de ce qu'il va avoir, il aime ça parce qu'il dit OK, on va pouvoir regarder ça, puis ça va donner la chance justement. Puis c'est sa dernière semaine de travail en réalité la semaine prochaine. Il continue après ça. vacances. Mais c'est un peu les vacances. Là, il va être à Montréal. Puis il retourne en comté, là, au comté après ça. Là, donc, ça va être principalement du comté qu'il va faire en Outaouais après ça. Fait que je vais communiquer avec lui comment pour l'avertir. Regarde, il y a ça qui va sortir. On compte faire un communiqué de presse avec une conférence de presse dans les prochains jours. Attends-toi à ça, c'est pas bon. Mais c'est une fois qu'on est en train de discuter. Moi, je parle d'une guerre. Parce qu'on ne gagnera pas sur un. On va gagner sur plusieurs. On ne gagnera pas sur un coup. On va en avoir sur la mesure. À la langue, oui, Il faut c'est ça. vraiment penser qu'on est en train. L'établissement. Nos maisons, là, pour la plupart d'entre nous, c'est la base de notre équité, de notre patrimoine financier. Et puis, je commence à comprendre qu'une maison en vaut de moins en moins d'argent. Oui, Parce elle est que dévaluée, personne hein. pour l'acheter, dévalué. que je pourrais avoir mes problèmes. Nous, on n'était pas là au programme Héritage pendant des mois, parce que ça allait bien que la Promutuelle, ça fait 40 ans qu'on est là. On s'est dit, c'est correct. On n'a pas vu l'enjeu du groupe, parce que je pense qu'on aurait pris une décision. Puis maintenant, on n'aurait plus d'assureur, peut-être aussi. Mais la chose, c'est que c'est notre argent là, qui va... bientôt, on va vouloir vendre ça, puis ça ne serait pas vendable. Puis les artisans sont comme ça aussi. Quand tu veux les sortir de leur travail, de leur atelier, tu leur dis, tu vas faire une action politique, tu vas prendre une journée, on va être 50, on va faire lire les journaux. Ben là, ils disent non. Mais moi, ce que je vois, c'est que si j'avais été entrepreneur en construction normale, je serais beaucoup plus riche aujourd'hui. Ouais. C'est ça que je vois. Oui, Marie-Josée. Je voulais juste dire, le prochain au fil des ans, j'aimerais ça, je vais rencontrer mon comité et je veux le faire sur justement la préservation du patrimoine bâti parce qu'on ne l'a pas fait depuis que je suis rédactrice en chef. Puis avec les assurances, je ne dis pas qu'on va parler juste de ça, mais j'aimerais ça soulever ce point-là parce que c'est un enjeu d'actualité. Donc, peut-être qu'on peut se servir aussi de ça, de ce moyen qui est l'écrit, hein, le document écrit pour mousser un peu, réveiller les consciences. Robert, je t'invite, on s'en reparle. OK. J'aurais peut-être un petit commentaire sur l'aspect financier de la chose. La compagnie d'assurance, là, elle a un groupe à assurer. Okay? Mettons qu'il y a 100 000 maisons assurées, dont 35 000 maisons qu'on dit avec l'expérience. D'accord? Si la prime perçue pour ces 35 000 maisons-là est 3 fois supérieure à la prime perçue pour le reste, ça va? Par rapport à chacun. Ça signifie, et que l'expérience, c'est-à-dire la morbidité, l'expérience, c'est-à-dire le ratio entre la prime perçue et les prestations versées, si l'expérience des maisons anciennes est la même que l'autre, donc on contribue à maintenir, on subventionne toutes les autres résidences du Québec.
Si on était capable d'avoir l'expérience, parce que ça existe, ça existe. Le Bureau d'assurance du Canada, il a l'expérience. Ils l'ont. Je suis certain qu'ils l'ont, ça se peut pas qu'ils l'ont. Oui, Mais à partir de là, on serait capable de démontrer financièrement que là, on se fait en bon français fourrer. D'abord, excusez l'expression, mais c'est ça que ça veut dire. Hein? Parce que moi, je suis à peu près convaincu que l'expérience est aussi bonne que les nouvelles, que les maisons contemporaines. Donc, il faudrait le démontrer par cet aspect financier-là aussi. Oui, c'est ça, c'est un travail de démontrer qu'on est un très beau risque à couvrir, en fait. Parce que justement, probablement que les dommages, quand il y en a, peut-être qu'il y en a moins déjà, ça se pourrait. Peut-être que c'est similaire et peut-être que c'est moins coûteux à réparer. Donc, moi, je suis certain qu'on subventionne le reste. Je suis convaincu de ça. C'est pas de tel genre de contraintes ou de demandes des assureurs. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils nous envoient ça par le retour du courrier, là, ces informations-là. Par contre, prenons l'hypothèse d'une commission parlementaire. Hein? Évidemment, le Bureau d'assurance du Canada n'est pas contraint de venir dévoiler ces choses ou dire des choses à la commission parlementaire québécoise. Mais c'est quand même gênant. De ne pas le faire. Oui. Et c'est ce genre de situation-là et de contexte-là qu'il faut créer pour pouvoir avancer dans ces dossiers-là. Le Bureau d'assurance du Canada, en tout cas, je ne veux pas faire... C'est une association d'assureurs. C'est pas le gouvernement, là. Il n'y a pas 500 personnes qui travaillent là, ils sont 4, 5, 6. Alors, ils n'ont pas de statistiques, d'après moi. Bon, mais une autre chose... Mais c'est un citoyen corporatif. Et un citoyen corporatif, un jour ou l'autre, ça doit des réponses à l'autorité gouvernementale où il est, d'une manière ou d'une autre. Deuxième commentaire rapide. Le Conseil du patrimoine culturel québécois, si vous allez voir leur mandat, là, dans leur mandat, ils doivent recevoir soit des individus ou des groupes qui ont des doléances quelconques. Après ça, ils les écoutent. Ils sont une quinzaine, une douzaine peut-être dans le Conseil du patrimoine culturel québécois. Ils vont constituer un sous-groupe qui va recevoir les doléances de n'importe qui en matière de patrimoine, puis qui s'engage à transmettre ces doléances-là au ministre. Bon, on peut dire qu'on a déjà transmis nos doléances, mais ça serait quand même un autre moyen de redire la même chose qui ne coûte pas cher et qui est peu connu. Selon moi, il n'y a pas grand monde qui utilise cette façon-là, mais c'est officiel. Si vous allez voir dans le mandat du Conseil du patrimoine culturel, c'est un de leurs 3-4 mandats. Et le Conseil du patrimoine culturel a un pouvoir de recommandation du gouvernement. Et on a des amis à ce conseil-là. Donc, mais ça, on parle des différentes tranches, des différents ingrédients d'une recette totale. Oui, il y en a plusieurs. C'est ça. Et les champs, là, on a fait beaucoup le tour du dossier, on l'a étudié beaucoup, on a regardé ça beaucoup, on a trouvé des belles choses intéressantes, mais il faut y donner un peu de souffle. Là. Moi, c'est pas ça pour blesser personne, là, parce qu'au contraire, le travail qui a été fait est admirable, mais il faut décoller un peu. Mais merci pour ta présence. Merci pour vos commentaires et votre intérêt. Alors donc, je pense que ça met un terme à cette journée. On voit que malgré la fête des pères, malgré la mauvaise température, on a suscité un intérêt et une émulsion sur ce sujet qui est fort important. Et c'était le but de la journée. Alors, à une prochaine.